Amené à des erreurs rétroactives et un certain anachronisme finalement. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression, ça serait quand même assez bizarre de dire oui, il y avait la diaspora, bon, de toute façon, il y avait la diaspora, et par rapport à cette Palestine, en quelque sorte, qui est terme d'ailleurs qui est utilisé dans les tout débuts tous les débuts tous les débuts de la diaspora, c'est-à-dire que on peut dire que parler de diaspora au XVIIIe siècle, c'est un peu bizarre quelque part. Hein. Parler au IIe siècle, oui, mais enfin au XVIIIe siècle, ça fait quand même. C'est déjà presque un terme presque inadéquat quelque part. Hein. Bon. Moi, je préfère parler, et ça j'en parle avec le recul du début du XXIe siècle, je préfère parler carrément du statu quo actuel, si vous voulez, dans le monde juif. Hein. C'est-à-dire un statu quo où on voit bien que la diaspora, que le monde, que l'État d'Israël n'a pas le monopole de la présence juive au monde. Hein. Oui, bien sûr. Et ça nous interpelle. Alors la question de savoir si c'est un nouveau phénomène qui apparaît, moi je vais rebondir sur ce que vous disiez en disant oui, effectivement. Bon, là aussi, moi je travaille avec des modèles. Hein. Donc j'ai des modèles qui ne sont pas spécialement juifs, hein, mais que j'applique. J'ai des grilles, je ne développe pas des grilles pour la question juive. Bon, alors je sais qu'une société, elle est construite, je dirais, avec d'un côté une masse et une élite, si vous voulez, d'une certaine façon. Hein. Bon, alors une élite qui va diriger la masse, enfin bon, c'est la psychologie des fous, etc. Bon. Alors, soit on accepte cette idée, ou soit on ne l'accepte pas, mais effectivement, on pourrait dire que d'une certaine manière, il y a une minorité et une majorité. Bon. Et je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, on en parle comme ça aussi, on dit oui, maintenant, la majorité des juifs, soi-disant, sont en Israël. C'est pas inintéressant, mais de toute façon, ce dialectique minorité-majorité. Bon. Quelque part, l'État juif a été créé pour accueillir ce peuple juif. Ça a été fait pour ça. C'était la théorie du refuge, la théorie de l'abri, la théorie d'un endroit pour les masses juives. C'est-à-dire c'est des grands moyens pour accueillir une masse importante de population. Mais si vous voulez, je voulais rebondir quand même sur cette notion de diaspora tout à l'heure, de ce qu'on a vu ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand vous parlez d'aspect sociologique, je me permets d'insister sur l'idée de la diaspora. Pourquoi? Parce que finalement, moi, mon travail sur Franck, qu'est-ce que je vois au cours de mon travail sur Franck? Oui. C'est que quand même, et je le répète, c'est que la diaspora, notamment Ashkenaz, et séfarade dans une moindre mesure, mais surtout Ashkenaz, excuse-moi, vivait dans une grande misère. Disons la diaspora entre guillemets. Hein. Entre guillemets. Et c'est-à-dire que je pense qu'il faut se remettre un peu, on ne peut pas le faire, mais se remettre un peu à l'époque où je pense que le monde juif de l'époque était dans un monde qui vivait dans une totale misère physique. C'est-à-dire que c'était dans la boue, c'était dans la saleté, les synagogues étaient en bois, parfois on les brûlait, les gens se déplaçaient, les enfants mouraient de maladie. C'est encore plus vrai à l'est qu'à l'ouest. Hein. Plus vrai qu'à l'est, à l'ouest. Mais ça l'était aussi à l'ouest. Plus vrai au sud qu'au nord. Tout à fait. Mais si vous voulez, de voir cette dimension-là, ça montre que l'idée diasporique, à partir du moment où il n'y a pas un État, où il n'y a pas une collectivité qui peut subvenir aux besoins de chacun de ce groupe, prouve que ce monde-là vit dans une véritable catastrophe. Oui. Et je pense que, si vous voulez, je me permets d'insister de dire que la dichotomie, certes, je peux adhérer à votre concept de dire que le d'Israël n'est pas une nouveauté en soi. Mais là où il est une nouveauté, c'est qu'il a changé la destinée du juif. On ne peut pas le nier, si vous voulez. Quand on se remémore, il suffit de voir des vieilles cartes postales ou les premières photos des juifs qui étaient en Pologne ou en Ukraine, dans des bourgades paumés, où des gens arrivaient là-bas et vous voyez des gens sales, barbus, crasseux, bossus. Ces gens-là ont réellement existé et c'est des gens qui tendaient la main, qui demandaient la tzedaka, qui vivaient d'une manière extrêmement dure. Précaire. Et là, si vous voulez, et qui, franchement, n'avaient pas des longues vies, des durées de vie. Aujourd'hui, on idéalise les textes racidiques sur un tel personnage religieux, mais je pense que tout ça, c'est un peu de la mythologie de la légende. À l'époque, le monde était horrible. Je pense, même entre juifs, c'était un monde extrêmement dur où on devait survivre. Et si on regarde cet aspect-là, on essaie de voir ça un peu comme un film, comme on verrait un film ancien en noir et blanc, qu'on voit ces gens qui vivaient de cette manière horrible, on se dit que cette vie-là de l'époque, entre guillemets, dans cette dispersion, n'était pas bonne. Et si vous voulez, là où je pense qu'il y a un changement, cette dichotomie intervient est importante,
c'est quand on se dit que l'État juif a changé cet état de fait. Mais là, on Et bascule. je ne parle pas de la Shoah. Oui, non, mais Je parle d'accord, vraiment de la naissance de l'État. d'accord, bah, écoutez, Et alors, il suffit de voir, si vous voulez, des affiches très certaines. Il suffit, quand vous allez en Israël, ou même encore aujourd'hui, vous regardez les affiches où on voit des sportifs israéliens, vous savez, qui sont grands, forts, Ouais. athlétiques, où il y a le culte de l'homme fort, ouais, ouais. le culte du soldat. Finalement, on est extrêmement loin, on est aux antipodes, où on avait des images de juifs bossus avec sa canne et qui Oui, allaient comme ça à la synagogue oui, et à la oui, choule. oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est Bon, là où c'est un d'accord, tournant. bon, d'accord, donc j'entends votre Vous propos. comprenez? J'entends votre propos, je vais quand même réagir, si vous permettez. D'une part, je pense qu'effectivement, là, on débouche sur une forme de prophétisme. Parce que le prophétisme, d'une certaine manière, c'est d'annoncer des temps nouveaux. Hein. Oui. Bon. C'est pour ça que moi, c'est pour ça que ce qui nous différencie, c'est que moi, je ne suis pas dans la démarche prophétique. Et vous l'êtes. Je ne sais pas, alors bien Non, non, je veux évidemment. dire que, je veux dire que j'ai pas. Même en astrologie, je dis aux astrologues, ne cherchez pas, ne cherchez pas dans l'astrologie ce qui va annoncer des temps nouveaux. Bien sûr. Je leur dis au contraire, essayez d'utiliser l'astrologie pour comprendre les récurrences et les constantes de l'humanité. Donc C'est là, on donc- peut appliquer les donc, symbologies, je vous avertis. voyez qu'il y a des démarches différentes. Alors effectivement, dans votre démarche, en vous écoutant, on dit effectivement, oui, moi ça me paraît, j'ai pas de sympathie pour cette façon de voir les choses, je vous le dis très franchement, mais le dialogue vaut la peine. Alors, je veux dire, je veux faire entendre l'autre voix, l'autre discours, parce que celui-là, il est connu. Moi, j'essaie toujours de prendre un peu le contre-pied de ce qui est dans l'air, effectivement. Alors effectivement, c'est vrai que si on voulait entrer dans une logique de prophétie de fin des temps ou de fin d'un certain temps, d'une certaine ère, le sionisme pourrait apparaître comme étant la marque de ces temps nouveaux, voilà. Bon, alors ça, effectivement, ça pourrait abonder dans le sens de tous les discours sur le fait que demain, ou ce qui a été demain, enfin, ce qui n'est plus demain, ce qui est aujourd'hui, mais qu'on va vers quelque chose avec un changement radical. Un changement radical. Tout à l'heure, on parlait de changement radical du judaïsme, maintenant vous parlez du changement radical du peuple juif. Il faudrait voir s'il y a des rapports entre ces deux dimensions. Parce que tout à l'heure, Alors justement, je pense que... j'ai l'impression que vous êtes en train de dire qu'il y a un changement radical de la condition juive, mais pas forcément du judaïsme. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est Vous deux ne voulez sens pas- contraires. Voilà, c'est ça. Je rejoins un peu, si vous voulez, ce que dit Karl Marx, que le peuple juif est un peuple anti-historique. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut prendre son histoire en main en tant qu'homme, en tant qu'humain, mais qu'il y a une volonté spirituelle qui transgresse ça, qui est le judaïsme. Il y a d'un côté le peuple juif, qui prend son destin en main, bon gré mal gré, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et vous avez cette notion du judaïsme, qui est une notion constante. Si vous voulez, les deux vont à contresens. Et je pense que si vous voulez, là, en discutant avec vous, on peut imaginer que c'est comme une autoroute à double sens. Et que chacun... Double voix, oui. Double voix. Oui. Chacun est libre de prendre le sens qu'il veut. Il peut prendre le judaïsme, c'est une constante, et il peut prendre le temps, la destinée en tant qu'individu juif qui se rebelle contre ces constantes et qui, avec son libre arbitre, finalement, va à contresens et prend son destin en main. Que ce soit l'État d'Israël, que ce soit le communisme, que ce soit l'assimilation, que ce soit la conversion à la franquiste, ce que vous voulez. Mais il y a une constante, c'est le judaïsme. Et ça, parfois, ça fait des frictions entre les deux. Bon. Et le débat est de savoir où on se place entre les deux. Parfois, il y a des bandes d'arrêt d'urgence, on s'arrête, on ne sait pas, peut-être qu'on va revenir à contresens, j'en sais rien. Mais il y a une constante et une inconstante, en quelque sorte. Oui, d'accord. Donc, Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Donc, c'est c'est pas pas contradictoire. Non, mais de toute façon, je choisis une période par tête. Effectivement, bon, la question de savoir le contenu du judaïsme, on l'a abordé tout à l'heure, on ne va pas y revenir. Par contre, on aborde la question purement plus sociologique, plus historique, plus événementielle de l'histoire juive, de l'organisation même de la société juive, par-delà la question des pratiques, encore qu'on ne puisse pas complètement séparer ces deux points-là, puisque quelque part, un certain judaïsme, disons laïque, ou un certain judaïsme émancipé, a tendance à être moins pratiquant, donc plus libre par rapport à ces... Bon, donc quelque part, effectivement, on a un rapport entre les masses juives et le besoin d'un ciment judaïque puissant, donc une sorte de pensée collective en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une population qui se manifeste, bon, avec tout ce que ça peut impliquer historiquement et événementiellement, mais qui se manifeste autour d'une pensée qui est quelque part un petit peu figée. Et inversement, on a des gens qui sont un petit peu sortis de l'histoire et qui sont
qui sont la vraie diaspora. Parce que la diaspora, effectivement, quelque part, c'est aussi une façon de s'être démarqué de la masse, du centre juif, du corps juif, mais qui, inversement, n'ont pas forcément... il n'y a pas une pensée unique pour ces gens-là. La pensée unique, c'est aussi la pensée du collectif, de la masse. Donc on peut effectivement articuler ces deux plans ensemble. Bon. Revenons donc sur ce point-là. Donc en effet, on vous a entendu, c'est vrai, il y a un changement. De toute façon, quand on cherche du changement, on en trouve toujours. Hein. Tout dépend des critères qu'on met en avant. Oui, effectivement, il y a un changement. Mais finalement, excusez-moi de vous interrompre, finalement ce changement, en vous écoutant et en réfléchissant, il résume tout à fait ce qu'on trouve dans la Torah entre le spirituel et le matériel. Je m'explique. Parce que finalement, le changement est une décision humaine. La constante, c'est le divin. Finalement, vous qui vous intéressez à l'astrologie, on n'est pas loin, je pense qu'on ne dit pas des choses si différentes que ça. Parce que ce que vous voulez ou non, le religieux restera une constante. Après, il y a des décisions humaines en réaction à ce qu'on considère peut-être comme une injustice ou pas. Et la question qui se pose, c'est justement le rapport au spirituel et au matériel. Aujourd'hui, on vit de plus en plus dans une société matérielle où on aspire parfois du spirituel ou de l'astrologie, mais en même temps, il y a une constante religieuse que beaucoup de gens ont tendance aujourd'hui, entre guillemets, à plus ou moins abandonner. Et je pense que en quelque sorte, c'est le grand dilemme de l'humanité aujourd'hui. C'est ce rapport, et c'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui, avec quelqu'un qui avait perdu la foi dans le judaïsme et qui disait maintenant je ne crois plus en rien. J'ai fait 20 ans de judaïsme toute ma vie, j'ai grandi dedans, je ne fais plus rien, j'y crois plus. Et il me disait, moi, non, le matériel m'a aspiré. Dans ce dialogue, à la fois je le comprends, mais il n'est que le résultat du processus de l'évolution de l'humanité. Cette constante, on a tendance aujourd'hui à de plus en plus la déidéaliser et l'abandonner. Et finalement, aujourd'hui, on fait de plus en plus confiance à l'acte humain, à la révolte humaine. Franck et d'autres, dans le judaïsme ou dans le christianisme, dans toutes sortes de réformes qui ont concerné la religion, peut-être au sein de l'islam, parce que l'islam, il y a aussi une constante, on peut se demander s'il y aura un jour une révolte humaine dans cette religion, c'est déjà le cas. Mais si vous voulez, il y a la révolte humaine qui, par le matériel, prend de plus en plus d'importance. Et le judaïsme, en tant que première religion monothéiste, a été la première concernée. C'est-à-dire il y a des humains qui étaient dans une constante religieuse, qui à un moment ont dit, ça suffit, on va réagir nous-mêmes. D'où l'apparition peut-être des faux messies. Et après dans le christianisme également, quand on parlait du protestantisme, il y a une réaction humaine. Après tout, Martin Luther, il n'y a pas plus humain que Martin Luther quand il se révolte contre les clercs catholiques et leur abus par rapport à la Sibonie ou par rapport aux indulgences, etc. Donc finalement, c'est un éternel débat qu'on vous trouvez même au sein du débat religieux dans le judaïsme entre matériel et spirituel. Oui. Et malheureusement, le noyau spirituel aujourd'hui, dans les trois religions, contrairement à ce qu'on croit, il a tendance à se réduire de plus en plus. Parce que finalement, beaucoup de religieux aujourd'hui vivent dans le matériel et nourrissent leur spirituel grâce au matériel. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Le spirituel, on était entre guillemets plus ou moins dégagé. Il suffit de penser au Baal Shem Tov ou à pas beaucoup de choses, les chrétiens qui font œuvre de solitude et d'ermitage, etc., ou les pèlerins orthodoxes, russes, qui se promènent dans les campagnes et qui vivent dans le plus grand des dénuements. Aujourd'hui, ces périodes-là sont révolues. Mais finalement, c'était eux la constante religieuse. Et donc, on rentre dans ce débat-là entre matériel et spirituel. Et malheureusement, on peut constater que c'est le matériel qui l'emporte. Je dis malheureusement parce que le matériel, finalement, est le multiplicateur du libre arbitre, du choix humain, de la révolte contre Dieu, de la révolte contre la famille, contre le père, contre la mère, contre beaucoup de choses. Et que cette constante est là, mais elle diminue. Donc effectivement, il y a une nouveauté et il y a une constante qui, entre guillemets, résiste bon gré mal gré. Et qui, peut-être, on peut imaginer qu'elle va le perdre. On m'a parlé récemment d'un débat entre Jacques Attali et un grand kabbaliste, rabbin kabbaliste qui est connu, qui est franco-israélien, j'ai oublié, où la question c'était de savoir est-ce qu'on rentre dans la fin du judaïsme ou pas. Moi, paradoxalement, j'ai l'impression que oui. On rentre dans la fin du judaïsme. Parce que cette constante, on a tendance à la remettre en question. Finalement, ce qu'on fait des faux messies, d'une manière souterraine, c'est en train de se faire d'une manière générale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se révolte contre toutes sortes de dogmes. On s'approprie des lois matérielles qui ne sont plus matérielles, qui se détachent de tout spirituel. Et finalement, qui fait la réussite de l'astrologie, parce qu'on a besoin de comprendre ces choses-là. Parce que finalement, l'astrologie, à l'origine, fait partie de cette constante religieuse. Mais si on se détache de sa base, la constante religieuse, et qu'il ne reste que l'astrologie, voilà,
Alors qu'à l'origine, cette constante, si vous êtes dans le religieux, vous n'avez pas besoin de savoir l'avenir, vous y êtes. Parce que je peux vous rappeler que l'astrologie dans le judaïsme à l'origine est interdite. Même si elle se fait, d'un point de vue de la halakha, on ne prédit pas l'avenir. C'est strictement interdit. C'est le plus grand des péchés. Et paradoxalement, l'astrologie, en gros, plus le matériel se développe, plus le libre arbitre se développe, plus on a besoin d'astrologie. Parce que justement, à la base, qui vous prédisait l'avenir, qui vous mettait votre vie sur un fil en droite ligne, et ben, on le nie de plus en plus. À tort ou à raison. Alors, je ne sais pas bon, qui est. moi je vous suis. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je veux dire, pour l'instant, je ne sais pas sur l'astrologie que j'ai envie de parler. Mais c'était pour ramener ce que vous m'avez parlé. Vous avez raison d'en parler, parce que de toute façon, c'est un sujet qui est intéressant. Et moi-même, je me suis consacré, mais dans l'immédiat, c'est pas cet aspect, c'est pas le. Bon, par contre, effectivement, les dérives astrologiques de type prophétique, effectivement, ça m'interpelle. Parce que elles sont liées au matériel, vous êtes bien d'accord? Oui, et effectivement, il y a eu au Moyen-Âge, des gens comme Abraham Bachia, comme Abraham Ezra, qui ont été très marqués par un certain type de prophétisme. Et d'ailleurs, un prophétisme qui s'était mis. Parce qu'il ne faut pas oublier l'effervescence prophétique de la fin du XVe siècle. Mais qui avait été lancé déjà plusieurs siècles à l'avance. Effectivement, donc il y a des gens comme Bachia, par exemple, un juif espagnol, il avait annoncé, en travaillant sur les. Parce qu'en astrologie, on peut faire des prévisions à plusieurs siècles à l'avance. Donc effectivement, ils avaient polarisé sur cette période-là. Et bon, on va dire que c'est. Bon, bref. Mais donc l'astrologie comme support d'un prophétisme annonçant des changements radicaux, vous savez, il y a eu la fameuse théorie des grandes conjonctions élaborée par Al-Mazar au Xe siècle, avec toute une théorie de l'évolution des religions, etc. Enfin, tout ça, ça a existé. Hein. L'astrologie a servi à annoncer la fin de l'islam, ou la fin de ceci, ou la fin de cela. Bon, alors cette astrologie-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas très intéressé par les astrologies qui annoncent comme ça, qui se mettent au service des attentes de modernité qui existent toujours, effectivement. Bon, il y a des dérives. Non, pour revenir à la question, effectivement, bon, pour relancer la discussion, on est d'accord sur une chose, c'est que les Juifs sont une minorité. Bon, ils incarnent une forme de minorité. Et comme dit le dicton rabbinique, la minorité a toujours raison. Je plaisante. Bon, donc effectivement, il y a une. Bon, donc pour les chrétiens, il s'agit d'une minorité qui qui peut avoir un rôle important, un rôle pilote, à un certain moment. En tout cas, une prise de conscience qu'il ne faut pas ignorer cette minorité, et ça aboutit aussi effectivement à vouloir se servir des Juifs, vouloir les intégrer ou vouloir les recevoir. Enfin, bon, en tout cas. Je vais dans votre sens, effectivement, apparemment, à partir du XVIIe siècle, on réintègre les Juifs dans la société. On le fait notamment de manière magistrale en Angleterre. L'Angleterre qui quand même le fait bien avant la France. Ouais. Donc en 1650, il y a une réintégration des Juifs en Angleterre, alors qu'il faudra attendre quand même. Ça s'est fait beaucoup plus lentement, enfin, ailleurs. Donc effectivement, il y a une prise de conscience de cela, et c'est intéressant de voir que l'Angleterre cromwellienne, c'est aussi l'Angleterre qui arrive à obtenir le mandat sur la Palestine. Enfin, je veux dire, c'est quand même, c'est peut-être pas complètement par hasard qu'il y a un rôle pilote de l'Angleterre dans la gestion de la question juive à partir du XVIIe siècle, avec des personnages comme Manasseh ben Israël, etc., qui, les dialectiques entre l'Angleterre et la Hollande. Mais si je peux me permettre. Qui termine d'ailleurs avec l'avènement de Guillaume d'Orange en Angleterre. Mais si je peux me permettre, je pense qu'aussi il faut lire le livre de Yuris Leskin, je ne sais pas si vous l'avez lu, le siècle juif, qui développe, il analyse l'évolution sociale des Juifs de Russie par rapport au communisme. Je trouve que son livre est extraordinaire parce que qu'est-ce qu'il dit en gros? Que les Juifs sont là où il y a la modernité. C'est-à-dire que les Juifs, d'une manière générale, sont un pôle de modernité. À un moment, ça a été le communisme, à un moment, ça a été le capitalisme. Ils ne sont pas l'inventeur du capitalisme, mais ils sont là où il y a développement de l'humain et développement d'une société. Et effectivement, le mot fameux du sultan, il est très vrai, puisque vous constatez que les Juifs, de fait que eux, en terre chrétienne ou en terre d'islam, sont autorisés à faire des activités socio-professionnelles que les autres ne sont pas faits, sont forcément un facteur de développement. C'est évident. Si par exemple vous imaginez en France, en Allemagne, où il y a des serfs, et que seuls les Juifs ont la possibilité, pour leur grand malheur ou pour leur plus grand succès, ça dépend sur quel plan on se place, de pouvoir manier l'argent, effectivement il va y avoir un facteur de développement et d'économie grâce à eux.
Et si vous voulez, l'antisémitisme est à la fois le paradoxe que là où vous avez des fortes minorités juives, communautés juives, ces minorités sont des facteurs de développement d'une société. Le cas de l'Angleterre est frappant, mais vous pouvez, je pense que Louis XIV à un moment a fait des grandes erreurs quand il a chassé aussi les protestants. Les protestants ont eu le même facteur économique de développement d'une société. Le protestantisme et le rôle du peuple juif à certains moments clés de l'histoire dans certaines sociétés ont été des facteurs indéniables de développement économique. Ou de développement vers une modernité ou vers la création de l'art, vers la littérature, vers l'esprit critique, vers beaucoup de choses. L'Allemagne, si elle s'est autant développée au XIXe siècle, c'est grâce justement à l'émancipation de ces juifs. Bon, justement, donc vous avez abandonné dans mon sens. Ça montre bien que cette diaspora, elle a deux facettes totalement différentes. Qui d'ailleurs alimente deux antisémitismes différents. Tout à fait. Il y a l'antisémitisme face à ces masses juives comme ça, qui sont assez peu intéressantes en tant que globalité. Et puis d'autre côté, une élite juive qui fait problème aussi. Donc effectivement... Mais c'est pas qu'une élite, je pense que c'est le peuple juif à partir du moment où il commence à abandonner le judaïsme. C'est-à-dire à partir du moment où il se met en rébellion contre sa loi. Donc il se met en diaspora par rapport à lui-même. Exactement. C'est bien ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Je ne l'avais pas compris comme ça, mais là-dessus je vous rejoins, je suis d'accord. Il y a une diaspora à l'intérieur de la diaspora. Et cette diaspora à l'intérieur de la diaspora, on est d'accord, est source de création, est source de créativité. Donc cette diaspora à l'intérieur de la diaspora, je dis qu'elle existe bien avant la création de l'État d'Israël et qu'elle perdure bien après. Alors si je vous suis votre raisonnement, c'est-à-dire que l'État d'Israël bloque ce processus. C'est une régression alors. Non, parce qu'elle ne le bloque pas véritablement. Elle ne bloque pas véritablement. La diaspora, elle n'a pas disparu avec l'État d'Israël, loin de là. Loin de là. Mais en tout cas, il est évident que la diaspora... Mais par contre, au niveau idéologique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à penser à la diaspora. On n'arrive plus à dire qu'elle a... Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de repenser, de resituer la diaspora pour montrer qu'elle est un complet... On pourrait presque parler d'une dialectique masculin-féminin. En tout cas, il y a une complémentarité entre les deux, que le sionisme... Et même Herzl, quelque part, il n'a jamais dit qu'il fallait que tous les juifs aillent là-bas. Donc il avait déjà, d'ailleurs il faut bien rappeler que Herzl a d'abord voulu convaincre les dirigeants juifs occidentaux avant de se mettre au service des masses juives, notamment à la suite de l'assassinat de certains. Donc lui aussi il a basculé quelque part. Hein. Donc effectivement, moi je pense qu'il voulait avant tout gérer la question des masses juives. Il voulait les envoyer. Et même quelque part, on pourrait dire, si on voulait aller encore plus loin, que même les juifs, disons, relativement avancés, voulaient aussi se débarrasser de ces masses juives. Hein, tout à fait. Et les envoyer justement dans le monde. Donc c'est pas forcément tous les juifs qu'on voulait envoyer là-bas. C'était ces fameuses masses juives qui n'avaient pour elles qu'en fin de compte que des croyances, des pratiques, etc. Et qui finalement ne contribuaient... parce que finalement, il faut bien reconnaître que dans n'importe quelle société, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens, par exemple, pour prendre un exemple plus simple. Les élites et les masses. Oui, mais prenons par exemple, il y a d'un côté, par exemple, prenons l'époque du gaullisme, par exemple, d'un côté il y avait De Gaulle, de l'autre côté il y avait le Parlement. Donc d'un côté il y a le collège, de même qu'il y avait Robespierre, c'est-à-dire que d'un côté il y a la force de l'union, la force de la masse. De côté, il y a le personnage qui est capable à lui tout seul de diriger le pays. De fédérer tout le monde, tout à fait. Donc effectivement... Et on peut même se poser la question à un moment, pourquoi à un moment la masse ne croit plus en lui à un moment? Qu'est-ce qui fait que les dictateurs... Oui, finalement... eh bien pourquoi? Mais moi je peux vous répondre, parce que effectivement, cette capacité du dictateur à incarner à lui tout seul l'ensemble, elle n'est pas permanente. Ah, c'est sûr. On les voit, ils tombent tous. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment donné où il y a un fléchissement. Mais il peut rebondir, mais il y a un fléchissement. Et donc ce fléchissement, ça il faut comprendre ça, il faut avoir une théorie du pouvoir. Le pouvoir obéit à des cycles qui effectivement fait que... on retombe dans la question de la tour de Babel. La tour de Babel, elle a deux discours, la tour de Babel. Soit c'est la tour de Babel qui unifie, ou autrement c'est la tour de Babel qui disperse. Donc on a déjà cette dualité. Même le mot crée, et parfois chacun comprend à sa façon. La tour de Babel, c'est aussi le symbole de l'unité, avant d'être le symbole de la dispersion et de la dispersion d'ailleurs. Alors en l'occurrence, ce qui est un peu compliqué, c'est que le mot même de dispersion
crée une ambiguïté sémantique. Parce qu'en réalité, la dispersion, c'est la diversité. Mais donc il faut essayer de dépasser ce blocage sémantique. En réalité, il y a effectivement, comme je disais, une minorité juive qui est un noyau même par rapport aux chrétiens, quelque part. Et il y a aussi, quelque part, imaginez par exemple, aujourd'hui, M. Novak, Charles Novak, imaginez aujourd'hui que nous ayons un État d'Israël avec une diaspora, entre guillemets, juive, assez inconsistante, avec aucun grand nom, aucun grand personnage, aucun grand génie. Ça serait totalement différent. Mais ce n'est pas le cas. Dans la mythologie contemporaine, les Juifs jouent un rôle majeur. Et ils n'ont pas attendu la création de l'État d'Israël pour ça. Et ça ne dépend pas de l'État d'Israël. Si aujourd'hui l'État d'Israël disparaissait, Chas v'Chalila, la question juive, la présence juive ne disparaîtrait pas. Elle continuerait à jouer un rôle majeur. Quelque part, le peuple, l'élite juive n'a pas besoin de l'État d'Israël pour continuer à avoir un rôle pilote, un rôle de dirigeant. Donc à partir du moment où on peut séparer les deux, c'est-à-dire que chacun a sa propre dynamique. Tout à fait. Hein? Donc moi je dis, il faut restituer, effectivement, il faut élaborer un modèle. Alors c'est un petit peu, effectivement, quelque part, il faut comprendre que le leadership passe par des personnages, par une très grande économie, si vous voulez, quelque part. C'est-à-dire que, fin de compte, on en a dit, une grande économie, c'est-à-dire que quelques personnages pèsent plus que des millions de personnes. Une espèce de comme ça. Donc ça n'est pas du tout quantitatif. Des grands génies dans n'importe quel domaine font beaucoup plus avancer l'humanité par certains côtés que des millions, que des foules énormes. Donc là, il y a donc deux plans complètement différents. Hein. Alors je ne sais pas, on pourrait trouver des exemples dans la pensée juive à ce sujet, mais enfin peu importe, ou même dans la Kabbale. Mais je veux dire par là que, pour revenir à la mythologie contemporaine sur les juifs, autour même de gens qui ne sont même plus juifs, comme Marx, Einstein, Freud, etc. On va dire qu'il y a une telle quantité, depuis Spinoza, etc., qui est un personnage emblématique, Spinoza, parce que lui-même, justement, il se met dans la diaspora par rapport à la communauté juive, qui est elle-même dans la diaspora. Il est excommunié par la diaspora hollandaise, voyez-vous. Donc effectivement, donc il y a la diaspora dans la diaspora. Et effectivement, la diaspora qui a été envoyée en Israël, c'est la deuxième diaspora, c'est-à-dire que c'est la diaspora de la masse. Mais la diaspora des élites, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. Donc cette diaspora-là, elle a continué sa propre histoire. Elle a continué sa propre présence. C'est l'autre diaspora qui, au lieu d'être constituée d'un archipel de population, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a une masse juive en Russie, une masse, etc. Bon, alors on a envisagé de rassembler toutes ces masses juives dans une seule masse juive qui serait l'État d'Israël, mais c'est tout. Si j'ai bien compris votre raisonnement, en fait, c'est une question de quantité, en fait. Finalement, entre guillemets, la question juive se pose non pas sur un côté qualitatif sur des élites, mais sur une masse quantitative qui ne sait pas où aller. Donc en gros, la masse juive que vous aviez en Europe de l'Est à une certaine époque, on la retrouve en Israël. On la retrouve en Israël et c'est la même. Oui, c'est pas mal comme raisonnement. Non, mais moi je veux simplement faire entendre ce discours. C'est pas possible. Ça permet de ne pas avoir de rupture épistémologique comme ça. Mais en même temps, pour pousser le raisonnement, je pense que ça aussi explique l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'antisémitisme, ça reste toujours contre la masse. Et finalement, pas uniquement, on a des il y a deux. On peut vers l'antisémitisme de jalousie à l'intérieur des gens qui réussissent. Mais si vous voulez, quand on voit actuellement tout ce qui se passe par rapport à l'État d'Israël, des grands financiers. Voilà, finalement, il n'y a pas une grande différence, quand je suis votre raisonnement, même des juifs français qui s'émettaient aussi contre des Polacs qui arrivent en France dans les années 20 en disant à rejeter les juifs polonais, cette masse juive ouvrière, paysanne, inculte, bourrée de tradition, face à ces élites juives en bourgeoisie, ou ces antisémites français qui rejetaient toute cette masse juive finalement qui faisait peur et qui arrivait en Europe de l'Ouest. Et c'est pas une grande différence avec l'antisémitisme qu'on voit aujourd'hui contre cette masse juive israélienne
vu par les antisémites, si vous voulez. Moi, si je perçois ça à l'envers, si vous voulez, finalement, vous êtes en train de me donner une définition de l'antisémitisme moderne par rapport à l'ancien, qui faisait un cliché sur une espèce de masse qu'elle voyait totalement difforme et uniforme, pas plutôt, c'est contradictoire, d'une masse uniforme. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que quelque part, le sionisme n'a fait que déplacer le problème. Exactement. Et là, on est d'accord. Il n'a fait que déplacer, c'est très intéressant ce que vous dites, je vais réfléchir à tout ça, c'est que finalement, il n'a fait que déplacer le problème parce que le problème, c'est cette masse qui, dans la paranoïa du non-juif, fait complètement peur. Et qui a toujours fait peur, on ne sait pas pourquoi. Et quelque part, ça continue avec l'État d'Israël. Et ça continue avec l'État d'Israël, c'est quelque chose de totalement irrationnel. Donc, il n'y a pas de réponse. Donc finalement, on s'aperçoit qu'au fond, je ne suis pas en train de parler de post-sionisme, mais on s'aperçoit au fond qu'il ne faut pas tout miser dans il ne faut pas voir que cet aspect des choses, parce que dans une problématique où éventuellement il pourrait y avoir une Shoah ou une nouvelle Shoah ou n'importe quoi, ça ne mettrait pas fin forcément à la préhence juive au monde. On est tout à fait d'accord. Mais en même temps, on peut remarquer que quand même, l'État d'Israël, cette masse, a été source d'une création aujourd'hui extraordinaire. On a assisté à la résurgence d'une langue morte depuis 2000 ans, une langue sacrée qui a été vulgarisée, que tout le monde parle, qui étaient des mots sortis de la Torah, qui ont été modernisés. On assiste à une littérature israélienne. On assiste si vous voulez, on a assisté à un État qui est né d'une manière, sans toute proportion gardée, presque du miracle. Oui. On a réuni des gens de toutes origines, qu'on a recréé une masse. Oui. Et parce qu'on a réuni bien sûr. Un juif afghan se retrouve à côté d'un juif polonais et les enfants se marient entre eux, on y rajoute des juifs éthiopiens, des juifs noirs, tout le monde se met dans ce micmac comme ça, et en même temps il y a la naissance d'une littérature, d'une élite politique, d'une élite intellectuelle, d'une nouvelle bourgeoisie, en même temps une nouvelle élite religieuse, et tout, et hop, ça redémarre. C'est cette faculté peut-être de résilience. Oui, d'ailleurs, un départ de beaucoup d'Israéliens vers en dehors d'Israël. Et en plus, voilà, et en même temps, ça recrée une nouvelle diaspora. Une nouvelle diaspora, voilà, qui recrée et qui, intellectuellement, j'avais vu le cas d'une Israélienne, j'ai oublié son nom, qui avait été extraordinaire, qui était une Israélienne dont les parents avaient immigré déjà avant 1948 en Palestine, avant que ce soit l'État d'Israël, et qui, elle, avait eu ce besoin de revenir en Pologne et en France pour trouver ses racines. C'était curieux, la boucle était bouclée, les parents quittent l'Europe parce qu'elle sent la montée de l'antisémitisme et ont la foi dans un sionisme. Elle-même qui devient israélienne, les parents changent de nom. Ils quittent leur nom Ashkénaze, qui était pour eux symbole de la régression, la symbole de la servitude. Et elle, l'enfant qui devient adulte, écrit pour retrouver son vieux nom Ashkénaze et revoir d'où viennent ses grands-parents. Quelque chose qui, je pense, traduit toute la tragédie de la destinée juive. Oui, on pourrait rester longtemps sur la question de l'État d'Israël. Il est un fait que malgré tout, des phénomènes d'embrigadement, qu'ils soient religieux, qu'ils soient militaires, etc., font qu'on dépasse complètement ça fait penser un petit peu, si vous voulez, pendant la Première Guerre mondiale, où sont morts des grands poètes ou des grands musiciens sur le front. Voilà. Donc, bon, là, en Israël, c'est pareil, limite, on a tel âge, hop, on vous envoie, on est un numéro parmi d'autres. Le respect du génie individuel, il est relatif, il est très relatif. Et de toute façon, bon, vous connaissez l'ouvrage de George Friedman, Fin du peuple juif. Non, mais c'est un ouvrage marquant des années 60, qu'il faut que vous lisiez éventuellement, où il s'interroge dès années 60 sur le fait est-ce qu'Israël n'est pas la fin du peuple juif? Parce que est-ce qu'il n'y a pas une perte des vertus juives? C'est un ouvrage qui date quand même maintenant d'une cinquantaine d'années. Je le retiens, mais... Fin du peuple juif, point d'interrogation. Et c'était pas du tout un fin du peuple juif au sens de destruction des juifs. C'était plutôt une destruction, alors paradoxalement, une destruction spirituelle ou intellectuelle des juifs. Mais c'est une question qu'on vous pose encore. Il l'a posée alors que l'État d'Israël n'existait que depuis une douzaine d'années à l'époque. Écoutez, je m'intéresse ainsi parce que cette question est encore récurrente, on se la repose aujourd'hui. Voilà. On la repose aujourd'hui d'une certaine manière, mais... Non, mais donc effectivement, bon, cela dit, effectivement, pour revenir à notre question, la question est de savoir où est le cœur du judaïsme, où est le cœur de la idéologie. Effectivement, bon, on n'a pas, moi je me dirais, d'ailleurs notre discussion le montre bien, à beaucoup de moments on dit, est-ce qu'on a les bons modèles pour comprendre ce qui se passe? Si on n'a pas les bons modèles, on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas? Si on n'a pas si on a un faux modèle de société, on ne comprend pas la nécessité de cette binarité de la société juive. Si on n'a pas un bon modèle, on ne comprend pas qu'il y a des cycles.
avec des périodes, etc. Bon, donc effectivement, on ne peut pas étudier la question juive sans avoir des modèles qui vont au-delà de la question juive. Moi, en aucune façon, par exemple, je n'utilise de modèle qui soit propre à la question juive. Je peux très bien, je les ai élaborés dans d'autres domaines que le monde juif et je les utilise, je les applique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, alors là, on pourrait aussi, si vous voulez, on pourrait remonter encore plus aux origines du débat. Qu'est-ce que c'est que les juifs? D'où sortent-ils? Pourquoi faire? Voyez-vous, donc c'est aussi une question qui se pose. Est-ce qu'ils ont un rôle spécial à jouer au sein de l'humanité? Voyez-vous? Donc oui, je n'évacue pas le débat. Je veux dire qu'à la limite, il faudrait aussi s'interroger là-dessus, parce qu'effectivement, est-ce qu'il y a un potentiel juif particulier qui justement, au travers de cette minorité juive, au sein des nations, etc. En même temps, la question mérite tout à fait d'être posée, mais je pense que je redis le mot de Bernheim, que j'ai adoré quand il a dit ça. Quand on dit ça, il faut être prudent pour le monde non juif, parce que le monde non juif pourrait croire qu'on parle de supériorité, mais je ne pense pas qu'on parle de supériorité, on parle de responsabilité. Et c'est pas pareil. Oui, et c'est important. Mais certains pourraient mal l'interpréter. On peut toujours mal interpréter. Mais je tiens à préciser que cette idée de responsabilité. Je veux dire par là qu'on s'appelle en quelque sorte, quelque part, quel que soit le respect qu'on a pour les masses, ce ne sont pas elles qui nous font rêver complètement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on sait très bien que l'humanité ne devra pas son salut aux masses. Elle devra son salut à quelques personnages qui trouveront peut-être des solutions politiques, philosophiques, économiques. Mais je veux dire que les masses ne sont pas, je ne crois pas que... Bon, donc dans ce cas-là, vous êtes très messianique, vous croyez au Mashiach? Pas forcément, mais le Mashiach fait partie de... Oui, d'accord, mais je veux dire qu'il y a une forme d'élite. Oui, c'est ça, mais pas que le Mashiach, mais effectivement, là, il y a un paradoxe intéressant dans ce que vous me dites. Effectivement, d'un côté, il y a le Mashiach, de l'autre côté, il y a les masses juives. Et en fin de compte, quelque part, c'est quand même deux corps différents. Ouais. Mais tout à fait, c'est des et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, effectivement, si sous le mot Mashiach, on englobe toutes les élites juives, ça devient intéressant, à la limite. Par opposition, justement. Et alors, à ce moment-là, on retombe à la question de la diaspora. Ce mot qu'on a ramené, est-ce que le Mashiach n'est pas justement de l'ordre de la diaspora, si on veut dire, si sous le mot diaspora, on entend la notion de dualité, diaspora, on entend la notion d'une dimension qui vient se mettre par-dessus ou en dehors du corps juif, un peu comme notre tête est en dehors de notre corps, si vous voulez, il y a une espèce il y a la tête du peuple juif, au sens strict du terme, et puis il y a le corps du peuple juif. Et Israël, quelque part, ne peut pas... C'est la question qui se pose. Est-ce qu'Israël, on l'a dit, Israël n'a pas vocation fondamentalement à nous parler de la tête du peuple juif. Il nous parle de son assise, effectivement, c'est bien qu'il existe, c'est bien que, quelque part, quelques juifs, que tous les juifs puissent se replonger dans cette masse juive, quelque part, puissent disparaître dans la masse juive, si on peut dire, s'il le faut. Mais quelque part, ce n'est pas là que se jouent fondamentalement les choses, peut-être. C'est ça la question, fait monsieur Novak. Pour revenir à ce que je disais, et ça, c'est cette question des rapports entre le peuple et le peuple juif et ses dirigeants, elle est vraiment une constante aussi. Donc finalement, dans notre discussion, j'ai voulu relativiser l'émergence du phénomène. Bon, c'est vrai que effectivement, les masses juives sont plus qu'elles étaient avant, encore qu'en Israël, les gens ne sont pas tous nagent pas tous dans la prospérité non plus, mais enfin, c'est pas la question. Mais je veux dire que moi, c'est vrai, ce qui nous distingue, si vous voulez, Charles Novak, c'est que moi, je suis un peu vacciné contre toutes les formes de prophétisme. Donc, je suis très méfiant quand on nous dit les temps sont nouveaux, il y a ceci ou cela qui indique que les temps ont changé. Je crois qu'il faut relativiser. Mais moi, je dis ça. J'ai dit simplement qu'il y a eu des tournants. Il y a eu à un moment une réaction humaine à quelque chose qui ne devait pas l'être. Et ça, c'est un tournant parce que l'humain a pris son destin en main. Quelque part, je suis très rationnel quand je dis ça. Je ne suis pas religieux ou croyant quand je dis ça. Je dis simplement que l'homme, quand il a pris son destin en main, il a changé le cours des choses. Il ne l'a pas laissé sur cette constante dont on parlait tout à l'heure. C'est tout ce que je voulais dire. Le tournant, c'est parce que c'est l'humain qui réagit. Il est sorti de ce fatalisme. Parce que finalement, le divin, c'est aussi une forme de fatalisme. Mais la question est de savoir si on doit l'accepter ou pas.
Après, non, mais il est clair que de le toute tournant, façon, le tournant, moi j'ai pas dit le tournant dans une idée messianique de Machia. J'ai dit juste, curieusement, à un moment où l'homme, et plus précisément l'homme juif prend son destin en main, il y a des tournants dans l'histoire. oui, mais je voudrais rebondir C'est sur, tout ce que je dis. sur autre chose qu'on a dit là, c'est la notion de réforme. Il est certain que tous les grands penseurs sont des réformateurs. Sur les humains, tout à fait. Et que il y a toujours la question de savoir comment une société va intégrer cette... Et c'est des réformateurs qui vont effectivement modifier quelque chose. Donc de toute façon, on revient au questionnement que vous aviez au tout début de notre discussion, à savoir qu'effectivement, peut-on... pourquoi ne pas réformer en effet le judaïsme, oui. Mais la question aussi, c'est de savoir que quand quelqu'un se permet de réformer une religion, Il faut en être capable. Il faut en être capable, que ce soit Luther ou les créateurs tchèques du judaïsme libéral ou américain, est-ce que Dieu est avec eux ou Dieu n'est pas avec eux? Moi je ne sais pas. En tant que croyant, je peux me poser la question. Mais, oui, mais le problème c'est que moi, quand je parle de réforme, je ne pense pas uniquement à la question religieuse. Oui. Alors, je parle de la réforme dans le domaine de l'art, dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la science. Dans ce cas-là, vous donnez une réponse que Dieu n'est pas avec la réforme. Donc dans ce cas-là, toute réforme, si on voit la réforme dans la philosophie, dans l'art, dans une loi, dans une société, c'est strictement humain. Donc on peut se demander si Dieu n'est pas homme lui-même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la notion même de réforme, elle peut être pensée, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas forcément penser toujours par rapport à la question juive. Et on peut élaborer un modèle de réforme et on l'applique à la question juive. J'ai juste posé la question si l'idée de réforme, quelle qu'elle soit, dans quel qu'elle soit le domaine, est-ce qu'elle est avec l'aval et le soutien de quelqu'un qui est au-dessus, ou finalement elle n'est qu'à 100% humaine. C'est ça la question que je pose. Et si elle n'est qu'à 100% humaine, si je peux me permettre, on peut se poser la question si le divin, eh ben, il n'est pas à 100% humain. Si le Dieu, finalement, ce qu'on nous dit dans la tradition Hachem, etc., si ce n'est... En fait, j'essaie d'être à l'extrême un peu... Oui, mais moi, vous comprenez le raisonnement. Non, mais je comprends, mais là, je vous laisse... je vous laisse parler à votre... Je ne vous tiendrai pas dans cette direction, mais je ne suis pas assez neutre. Je n'ai pas l'intention de me lancer. Vous voyez ce que je veux dire, parce que, si vous voulez, quand on parle de réforme, parce que j'ai un raisonnement religieux, je me pose la question, visiblement la réforme est légitime, mais si elle est légitime et quand quelqu'un réussit sa réforme, quel que soit le domaine où il réussit sa réforme, est-ce qu'il l'a fait avec quelque chose de divin ou elle ne vient que de lui? C'est ça, moi je me pose cette question parce que c'est important. Parce que si vous voulez, quand on dit Luther, quand Luther a fait sa réforme et que le protestantisme est né, enfin, le luthéranisme est né en Allemagne, quand ceux qui ont adhéré avec eux, est-ce qu'ils étaient persuadés qu'ils avaient Dieu avec eux, ou ils se sont dit dans leur esprit, nous on n'est que des humains qui réagissent face à une injustice divine? Parce que c'est plus la même chose. Mais moi, vous comprenez ma question? Oui, mais je vous répondrai que, d'abord, je crois beaucoup à l'importance de la nouveauté. Pour la nouveauté, je vais essayer de répondre par des biais qui me sont propres. Bon, je veux dire par là que toute société a besoin de se renouveler. De se renouveler, de se reformuler pour justement faire le tri entre ce qui est passager et ce qui est majeur. Donc effectivement, elle a besoin de cela. Et en plus, la nouveauté est un gage d'égalité dans une société. Parce que quand il y a pas, et c'est le problème aussi d'Israël, entre parenthèses. Israël, qui est un pays qui avait vocation à être un pays d'immigration, ne s'est pas donné un profil approprié, à mon avis. Donc il n'a pas... quand vous arrivez dans... Vous savez que Herzl, il avait dit qu'il ne fallait pas utiliser les caractères hébraïques. Tout à l'heure, vous avez dit... Je crois même qu'il pensait que ce soit l'allemand. Voilà, donc vous avez dit c'est merveilleux que la langue... Mais en fait, je dis pas que c'est merveilleux, je dis que c'est quand même exceptionnel. Mais en fait, c'est pas forcément la meilleure... C'est peut-être pas la meilleure idée qu'ils aient eue, hein, quelque part. Je pense que l'assimilation et même la présence juive... Alors s'ils avaient vraiment voulu mener à bien un projet de rassemblement des juifs, c'était pas forcément en créant une nouvelle langue qu'ils le font. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui la situation des Russes qui parlent même pas hébreu, donc si vous voulez, de ce côté-là, aujourd'hui, en 2013, le succès du projet d'une langue juive, d'une renaissance de la langue juive, il est très en pointillé. Hein, on pourrait avoir beaucoup de doutes à ce sujet. Mais attendez, vous êtes pressé là ou... Je vais devoir y aller malheureusement, il est 7h30. Alors d'accord, donc on va pas continuer. Ce sera avec grand plaisir qu'on peut reprendre ça quand vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous dites. Non mais comme vous êtes, comme vous avez
on va arrêter, puisque finalement, parce que c'est vrai, parce que quand on est un peu trop précis, on n'a pas le temps de... Non, c'est parce qu'on m'avait dit 2 heures, et je crois qu'on a fait plus de 2 heures. Là, en fait. Non, parce que vous êtes arrivé à à... 5h30. Comment Il est 7h35, on a fait 2 heures. Et moi je pensais partir à 7h30. Vous êtes arrivé à 5h. Ah oui, c'est ça à peu près, d'accord. Oui, regardez. Alors ça va, alors... Je suis désolé. Vous avez enlevé votre contrat. J'ai enlevé mon contrat, mais vous allez le mettre où ce film? Je vais le mettre sur nos chaînes. Je vous ai donné ma carte l'autre jour. D'accord, très bien. Ouais. Voilà, donc là... Mais là, on n'a pas vraiment... Alors là, attendez, parce que là, continuer, c'est paradoxal, parce que là, on a fait deux... Ah oui, c'est ça, on est à 2h, oui, on a presque 2h30 d'entretien, effectivement. Parce que si vous voulez... Mais en fait, là, on va peut-être couper les trucs qui sont... qu'on n'a pas eu le temps de terminer à la fin, mais on va le mettre, je pense... Mais si vous voulez, on peut le continuer, moi je peux revenir, on peut continuer. Oui, bah dites-le moi quand. Moi, et je vous apporterai mon livre, si vous voulez, quand voilà. lisez mon livre. Et alors, puis lisez le mien aussi, éventuellement. Mais après, sur Nostradamus, déjà, il faut que je m'y plonge. Voilà, mais c'est peut-être un peu trop vous demander, parce que... Non, je voulais lire. Mais ça pose des problèmes de méthode. Nostradamus, c'est du prophétisme ou pas alors? Si, d'ailleurs, moi j'ai fait un bouquin, j'ai fait 2 livres aux éditions RAM4, un sur Herzl et un sur Nostradamus. Et c'est 2 prophètes? Oui, quelque part, c'est dans ce sens-là. Alors justement, on les a appelés tous les 2 Prophetica Judaica, d'ailleurs, les 2. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que finalement un prophète n'est forcément que juif? Parce que finalement la majorité des prophètes sont des juifs. Oui, et même en dehors du religieux. Et même en dehors du religieux. Oui. Le prophète, c'est celui qui permet à un peuple de se réformer sans perdre son âme, vous savez, en retrouvant les éléments fondamentaux. Moi j'ai bien aimé quand vous avez dit Franck, en retrouvant... moi j'ai toujours, un génie c'est quelqu'un qui voit des objets devant lui, que les gens ne relient pas entre eux, et qui trouve le lien entre ces objets, qui voit qu'à ce moment-là, bon, s'il est capable de prouver qu'il y a un lien... Qu'est-ce que vous avez aimé alors quand j'ai dit quelque chose? Que Franck avait trouvé une sorte de synthèse entre le christianisme et le judaïsme, etc. Le prophète, c'est celui qui dépasse les clivages. Il a dépassé les clivages. Mais dans tous les domaines. Et c'est pour ça que quelque part, c'est aussi de cette façon que le prophétisme est nécessaire à la bonne santé des sociétés. Parce que les sociétés, tous ces fameux peuples, toutes ces fameuses masses, il faut aussi qu'elles soient... il ne faut pas qu'elles se sclérosent non plus. Donc elles ont besoin de cette présence de l'autre pôle pour les dynamiser, voyez-vous, Monsieur Novak. Non, je comprends. Elles ont besoin de lui, et donc effectivement, comment s'y prendre? Et moi je sais que je suis confronté à ce problème-là, notamment d'astrologie, comment s'y prendre pour réformer un savoir sans que les gens se sentent dépossédés de leur ancien savoir, en leur démontrant qu'on a gardé l'essentiel, et que même ce qui n'est pas essentiel est finalement peut-être même nocif à la limite. Oui, mais là, en même temps, quand vous posez cette question-là, je pense que vous posez la question de la foi. Parce qu'à partir du moment où vous avez la foi, ça ne change pas. Et c'est tout le problème du rapport avec la foi et du rationnel. Ce que vous dites, effectivement, vous avez entièrement raison. Mais à partir du moment où vous avez la foi, comment vous pouvez changer quelqu'un qui a la foi? C'est impossible. Je vais vous donner un exemple tout bête, tout concret dans mon travail. Quand je vois des gens qui ont la foi sur le Zohar et que je leur dis, le Zohar, pour moi, il n'est pas de Bar Yochai. Le Zohar, il y a une partie de Bar Yochai. Moshe de Léon. Voilà, mais qu'une autre partie, c'est pas que Moshe de Léon, c'est qu'il y a eu des rajouts, l'imprimerie n'existait pas, il y a eu des copies, les copies ont fait des fautes, ils ont rajouté leurs propres commentaires et c'est devenu le Zohar. Voilà. Quand vous dites ça à quelqu'un... Un ouvrage collectif. Voilà, c'est un ouvrage collectif. C'est très important cette notion d'ouvrage collectif. Voilà, exactement, c'est un ouvrage... Pour Nostradamus aussi, c'est un ouvrage collectif. Ah bah je savais pas, mais je vais lire votre livre, mais justement. Et le Zohar pour moi est un ouvrage 100% collectif. Donc à partir du moment où vous dites ça à quelqu'un qui a la foi, et pourtant j'ai la foi, mais j'ai une foi plus rationnelle que lui, je lui dis, moi pour moi le Zohar c'est pas normal. Vous avez vu son visage quand il se décompose. Comment pouvez-vous essayer de lui expliquer? Mais ça montre bien que ces gens-là ont besoin, ils ont un certain culte de la personnalité. Ils ont besoin de penser qu'il y a un personnage central qui est là. Et ça, c'est un aveu quelque part. Ça, c'est votre interprétation. Moi, je ne sais pas. Moi, je dis que comment on fait, à la rigueur, on peut poser la question inverse, comment on peut arriver à une foi telle où on n'accepte plus le changement. Oui, mais c'est aussi... Parce que moi, je considère, oui, je suis croyant, qu'on peut croire en Hachem tout en acceptant le changement. Je suis un peu comme vous. Mais en même temps, vous pouvez être confronté à des gens qui ont la foi et qui vous ne pouvez pas changer ou provoquer vous-même le changement. Et ça, quand vous dites, effectivement, on peut passer à l'essentiel, mais c'est pas... Vous avez raison, mais le fond du problème... Il y a des moyens de le faire. Le fond du problème, c'est comment adapter une foi à la modernité. Non, mais il y a des moyens qui sont d'ailleurs peut-être insidieux. Il y a des moyens de montrer que certaines notions ne sont pas... ne sont plus maîtrisées, ne sont pas cohérentes, etc. Enfin, il y a des façons de miner certaines choses, voyez-vous,
de déconstruire certaines choses. Ce qui est le plus solide tient mieux que ce qui est moins solide. Mais en même temps, Il y a la notion d'algorithme, par exemple, moi je travaille beaucoup sur les algorithmes. Bon, il y a des... Quand par exemple, on voit très bien, la différence elle est très claire. Il y a des notions dont on voit que les gens les maîtrisent, et des notions qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne font que véhiculer sans les maîtriser. Bon, ce qu'on ne maîtrise pas exige une nouveauté parce qu'il est normal que l'être humain parle de choses qu'il comprend. Et ce qu'il ne comprend pas, ça ne veut pas dire que c'est divin, c'est simplement qu'il en a perdu la clé. Alors autant lui donner... C'est pour ça qu'il est important aussi que les gens aient accès à des connaissances qui soient vivantes et qu'ils comprennent, qui soient intelligibles par eux, et que par ailleurs qu'ils acceptent aussi des choses qui sont très anciennes, mais qui tiennent la route. Enfin bon, là aussi, il faut faire la différence entre l'essentiel et le secondaire. Je suis d'accord avec vous, mais après le problème c'est qu'on la foi peut... Là, on s'éloigne du concept parce qu'on va dans un cas extrême. On peut tomber sur le concept du fanatisme, effectivement. Aller expliquer à quelqu'un qui a une foi que peut-être qu'il y a de l'essentiel et du secondaire et que lui-même, ça ne va pas provoquer une réaction extrême de sa part. Et regarde, même l'astrologie, qui est pourtant pas censée être une religion, on rencontre les mêmes problèmes. La notion de foi dont vous parlez, les astrologues ne vont jamais dire qu'ils ont la foi. Mais ils vont dire qu'ils ont la certitude que cette pratique fonctionne, etc. Donc, je veux dire qu'ils sont aussi accrochés. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une approche globale. C'est-à-dire qu'ils veulent c'est tout, c'est le tout. C'est-à-dire que c'est pas... Et c'est intéressant, parce que ces gens qui sont dans la totalité, alors c'est le peuple juif, c'est le judaïsme. Alors qu'en réalité, à partir du moment où on commence à décomposer les choses, ce n'est pas si simple que ça. Il faut faire un inventaire. Il faut effectivement accepter cette dualité à l'intérieur du judaïsme, c'est-à-dire qu'il y a les deux pôles, et à l'intérieur du peuple juif, il y a aussi ces deux pôles. À tout le monde, vous avez déjà fait accepter l'idée d'une dualité des polarités, on avance pas mal. Oui, c'est possible.